Bonjour et bienvenue à tous sur le terrain de La Ferté-Alais pour ce dernier meeting de l'IMA France du XXe siècle. Au cours de ce reportage, nous allons découvrir ensemble les plus beaux petits gros européens et plus particulièrement les nombreuses nouveautés qui nous ont été dévoilées à cette occasion. Mais auparavant, je voudrais juste faire un petit rappel historique à l'intention des spectateurs qui découvriraient la rencontre grâce à ce reportage. Créé à la fin des années 70 par Claude Kieffer pour réunir les premiers amateurs de grands modèles réduits d'avions, l'International Miniature Aircraft Association, section France, émanation d'un groupement américain à peine plus âgé, organise un grand meeting annuel depuis le début des années 80. Meeting qui s'est d'abord déroulé à Orléans, puis, à partir de 1987 et sous la présidence de Patrick Bordas, ici à La Ferté-Alais, sur le célèbre aérodrome de l'amical Jean-Baptiste Salis qui abrite la plus belle collection d'avions anciens de l'Hexagone, en plein cœur de l'Essonne. Énorme machinerie bien huilée dont l'organisation fait appel à une centaine de bénévoles, le meeting de l'IMA, maintenant présidé par Gilles Chevalier, connaît un succès de participation qui n'est en rien affecté par le poids des ans, chiffre à l'appui. Ainsi, en 1987, si 181 avions s'étaient donné rendez-vous sur le plateau de Cerny, ils étaient 182 à s'être préenregistrés pour cette édition 2000. Depuis les origines du mouvement Petit Gros, la taille moyenne des modèles a fortement augmenté, puisque l'on comptait cette année sur le terrain une cinquantaine de modèles de plus de 50 kg, dits de catégorie 3, ce qui contribue évidemment à rendre le spectacle toujours plus attractif pour le public. Et puisque les acteurs sont maintenant en place, c'est ce que je vous invite à découvrir en images. Et nous commençons tout de suite avec l'un des modèles les plus impressionnants de la rencontre, le Beechcraft Staggerwing de Jeff Lallemand que l'on connaît déjà bien. D'une envergure de 4 mètres, ce modèle de 80 kg est motorisé par un bicylindre Limbach 280 cm3 réducté, entraînant une hélice cadaillant de 1 mètre de diamètre. Si ce groupe motopropulseur a connu quelques problèmes de fiabilité au début de sa mise au point, au niveau du réducteur à pignon de conception personnelle particulièrement, ceux-ci ont été résolus. Depuis, le moteur s'est visiblement libéré après quelques heures de fonctionnement, et ce ne sont pas les chevaux qui manquent. D'autre part, comme Jeff connaît maintenant bien sa machine et n'a plus l'appréhension bien compréhensible des premiers vols, cela nous a valu de voir quelques vols absolument fantastiques cette année à La Ferté. Ce modèle est doté d'un fuselage en tube d'acier soudé, à l'identique du vrai, et le train d'atterrissage, évidemment, est lui aussi de conception personnelle, car on ne trouve rien dans le commerce qui puisse être adapté à un modèle de cette dimension. Il est mu électriquement par une vis sans fin, et il pèse son poids mais s'avère d'une résistance à toute épreuve. Enfin, vous le savez sans doute, Jeff a en chantier depuis quelques années un énorme Shrike Commander de plus de 250 kg que l'on a pu voir exposé au salon de la Porte de Versailles aux côtés de celui de son ami Pierre Ferrand. Mais ce modèle, s'il a effectué un saut de puce quelques jours avant La Ferté, n'est pas encore tout à fait au point, en tous les cas pas suffisamment pour recevoir l'agrément catégorie 3 des autorités de l'aviation civile. Il faudra donc encore patienter 1 an pour le voir évoluer ici. Autre modèle particulièrement remarquable, le MC-12 Cricri de Louis Millet, puisqu'il est à l'échelle 1. Il est vrai que l'avion original, dessiné par l'ingénieur Colomban, est le plus petit bimoteur du monde, mais il mesure tout de même 4,90 m d'envergure. Remotorisé par deux King 140 cm3 depuis relativement peu de temps, c'est un avion qui ne passe pas inaperçu, surtout piloté de main de maître par Frédéric Rémy. Si l'original est de construction métallique, le modèle réduit, entre guillemets, est quant à lui tout en bois et polystyrène, ce qui a permis de gagner énormément sur sa masse, puisqu'il ne pèse que 70 kg à vide.
Le mannequin embarqué est en effet beaucoup moins lourd qu'un pilote humain et ne nécessite donc pas une structure aussi résistante, les contraintes sur la voilure étant moins élevées. Cela n'empêche pas au modèle d'être totalement acrobatique comme vous pouvez le constater. On reste dans le domaine des avions d'exception avec l'Airbus A340 bien connu d'Henry Wild qui restera célèbre pour avoir été le premier quadriréacteur radiocommandé au monde. C'est en fait le second modèle de ce type que construit Henry, aidé de sa femme Mireille. Il mesure 4,10 m d'envergure pour une masse de 48 kg. Il est entièrement réalisé en polystyrène découpé au fil chaud, coffré de balsa et de fibres de verre, ce qui donne une structure à la fois très légère et assez rapide à construire. La motorisation est confiée à 4 réacteurs JPX T260 fonctionnant au gaz, et à cet égard il faut malheureusement rappeler que la firme française qui fut la première à industrialiser ces microturboréacteurs fiables s'est retirée du marché pourtant en pleine expansion. Comprenne qui pourra. En tous les cas, voilà qui ne récompense pas les efforts de leur concepteur de génie, Michel Serrier, qui est maintenant copié à travers le monde. Ce gros DH88 est présent à La Ferté pour la seconde fois consécutive. Œuvre dans l'anglais Stephen Nollord, ce modèle imposant mesure 6,80 m d'envergure pour une masse de seulement 68 kg. Sa motorisation n'est assurée que par deux bicylindres Titan de 74 cm3 qui lui procurent une vitesse de vol assez modeste. Pour répondre à cette critique, Stephen rappelle couramment que le Comet était avant tout un avion de record de distance, et non pas de vitesse, et que s'il a gagné la course Londres-Melbourne en 1934 en 70 h et 34 minutes, piloté par Charles Scott et Tom Black, c'est avant tout grâce à son autonomie et non pas à sa vitesse de pointe. Stephen s'amuse d'ailleurs toujours à démontrer les qualités de vol à très basse vitesse de son avion, qui possède pourtant la très mauvaise réputation, en modèle réduit de taille classique, d'engager brutalement en vrille en cas de perte de vitesse, probablement à cause de son aile elliptique à fort effilement. Nul doute que les grandes cordes et surtout la faible charge à l'air de ce très gros modèle minimisent le problème. Et comme vous pouvez le constater, la puissance limitée et la structure légère n'empêchent pas de voltiger, ce dont n'était certainement pas capable le grandeur, qui revole d'ailleurs depuis peu après restauration dans les meetings anglais. Ce cargo rétro à la gueule béante rappellera sans doute des souvenirs aux spectateurs de la cassette de l'an passé. Il s'agit de l'Armstrong Whitworth Argosy du belge Willem van Schoor. Mesurant 4,60 m d'envergure, pesant 46 kg et motorisé par 4 Mac Minarelli de 35 cm3, ce modèle va connaître une avarie rarissime à l'atterrissage. On frémit à l'idée que cela aurait pu se produire en vol sur une ressource. Une nouvelle fois, Pierre Ferrand va connaître bien des problèmes avec son gros JBR2 à l'échelle 1,5 qui est vraiment poursuivi par la poisse. On le voit ici tenter de réparer le démarreur de son Limbac réducté et d'aider son fils, mais apparemment ses tentatives de fortune avec les moyens du bord vont rester vaines. Une fois encore, son gros tonneau volant va donc rester cloué au sol, pour la plus grande déception du public, mais aussi bien sûr de son constructeur. Pour autant, on verra voler d'autres JB, dont celui de Stephen Holland, un modèle beaucoup plus modeste par ses dimensions puisqu'il ne mesure que 2,30 m d'envergure pour une masse de 14 kg. Motorisé par un Titan 74 bicylindres, l'engin possède une vitesse de pointe sans doute réaliste, et son pilote le remue d'une façon assez stupéfiante, n'hésitant pas par exemple à effectuer des enchaînements de tonneaux à facettes ou de déclenchés violents. Et tout cela en parvenant à maîtriser parfaitement la délicate phase de l'atterrissage de cette boule de nerfs, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Nous voyons là fugitivement les dernières images en vol du Dagoret de Frédéric Rémy qui venait de le racheter à Gilles Chevalier. Explication sur le vif, mais lucide de l'intéressé. Donc on a voulu faire l'ouverture à 4 avions et malheureusement est arrivé ce qui arrive régulièrement quand on pousse un peu trop sur les machines, ce qui était le cas pour le meeting. J'ai eu un flûteur de dérive et j'ai la partie arrière de l'avion qui s'est arrachée à 20 mètres du sol. Voilà, donc coupure moteur et crash. Ce qui est négatif, c'est qu'on perd une belle machine, et ce qui est positif, c'est que il n'y a pas de blessés, on a pu cracher dans l'axe. Et puis voilà, puis on reviendra avec d'autres machines l'année prochaine. Mais il n'y a que ceux qui volent pas qui ne cassent pas. Voilà, c'est ce que j'ai à dire.
Je suis malheureux parce que c'était une belle machine. Je suis malheureux pour Gilles aussi parce que je la lui avais racheté. Mais bon, c'est le jeu. Malheureusement, ça ne sera pas le seul crash de cette Ferté 2000. Ainsi, nous découvrons ici le Hals Bulldog de Pascal Madieu, un superbe racer américain contemporain des JB, dont je me demande bien d'ailleurs ce qu'ils auront de plus pour exercer une telle fascination que ce superbe avion aux lignes autrement harmonieuses. Les mythes sont souvent incompréhensibles. La maquette mesure 2,30 m d'envergure, pèse 40 kg et est propulsée par un énorme aéro 200 cm3 réducté, ce qui explique la taille de l'hélice qui dépasse ainsi largement du gros capot annulaire assurant un bon rendement à la motorisation. On voit ici l'engin lors du premier vol de sa seconde tentative de qualification catégorie 3 le samedi matin avant le meeting. Alors que le vol semble se dérouler normalement, l'avion va subitement devenir incontrôlable et se cracher salement, sans doute sur perturbation de la radio par l'allumage électronique du moteur. Bien, alors voici un avion vraiment magnifique que certains d'entre vous connaissent peut-être. C'est un racer de Formule 1 utilisé aux États-Unis. Peux-tu nous présenter ton modèle, s'il te plaît? Le modèle est une reproduction du Pushy Galore. Sa taille est de 2,36 m. L'original est un racer de Formule 1 aux États-Unis et il est très rapide comme tu as pu le voir. Le moteur est un ZG62. Et c'est un kit? Oui, c'est un kit d'Andreas Dini Billingeld. C'est un fuselage en fibre de verre? Oui, un fuselage en fibre de verre et les ailes sont en polystyrène et balsa. C'est ta première visite à la Ferté-Alais? La seconde fois, l'année dernière, j'étais venu en visiteur pour voir et cette année, je suis revenu mais pour voler. Et quelle est ton impression à propos de la Ferté? C'est un événement formidable. Il y a les plus beaux modèles que je n'ai jamais vus ici. Marcus n'était pas vraiment venu les mains vides, puisque outre son Pushy Galore, nous découvrons ici son Speed Canard. Il s'agit d'un biplace de sport de fabrication allemande, extrapolé de l'avant d'un fuselage de planeur SK21, associé à une voilure de type canard fortement inspirée des Varize et autres Longuise conçus par Bott Rotan. Le modèle est à l'échelle 1/2,5 et d'un réalisme époustouflant comme vous avez pu le voir, et la figurine du pilote est particulièrement réussie. Je crois savoir qu'il s'agit d'un mannequin commercialisé outre-Rhin pour les grands planeurs et vendu aux alentours de 2000 francs, accompagné de tous ses accessoires. L'envergure de ce Speed Canard est de 3,10 m, sa masse de 17 kg et il est motorisé par un HZ 67 cm3, un moteur bicylindre dont je n'avais jamais entendu parler mais dont on peut dire qu'il respire la santé. Quant à ceux qui pensent que les avions de Formule Canard ne sont pas acrobatiques, ils ont là un démenti formel. Au décollage, le Super Stearman de Philippe Peltrier, issu d'un kit Balsa USA. Il porte le décor de la patrouille acrobatique des Red Barons, dissoute l'année dernière à la suite d'un accident au meeting de Kissimmee en Floride, qui avait coûté la vie à 2 équipiers. C'est un modèle qui pèse 24 kg, qui mesure 3 mètres d'envergure et qui est motorisé largement par un 3W 120 cm3 bicylindre qui entraîne une hélice Menz 30 par 10. Aux États-Unis, les numéros de cascade aérienne et de wing walking sont encore très courants dans les meetings. Mais je ne suis pas certain que cet avion précis ait été utilisé pour cela en grandeur. Ceci dit, ce n'est pas grave, c'est une idée bien sympathique pour présenter un modèle de façon originale. Vous avez tous reconnu la merveille des merveilles, je veux bien sûr parler du Morane 230 au tiers de Jean Jegou, que nous vous avons déjà largement présenté dans les 2 cassettes précédentes consacrées au meeting de la Ferté. Si l'année dernière le pilotage en avait été confié à Christophe Paysan-Leroux, cette fois c'est Jean lui-même qui a mis son chef-d'œuvre en l'air, n'hésitant pas à faire de la voltige pour les caméras d'Antenne 2, qui sont venus samedi tourner un petit sujet diffusé le soir même au journal de 20h.
Une initiative forcément bienvenue que l'on doit à deux modélistes travaillant au sein de la chaîne publique à des postes de responsabilité, Bernard Cou et Marc Krief, qui, sans faire de prosélytisme, s'arrangent pour faire parler de l'aéromodélisme à chaque fois que c'est possible. Qu'ils en soient remerciés. Comme vous pouvez le constater, Jean Jegou présente son avion à la perfection, avec des passages en glissade à la manière de Jean-Pierre Lafille quand il présente le vrai en meeting à la Pentecôte. Nous ne pouvons que nous réjouir qu'il ait retrouvé une acuité visuelle suffisante pour piloter son avion, et je l'espère pour longtemps. Eh bien, nous sommes derrière un avion absolument magnifique. Ce qui nous fait très plaisir, c'est qu'il est réalisé par un modéliste français qu'on voit pour la première fois avec un modèle ici à La Ferté, qui est monsieur Boutle Stani. D'accord, effectivement, votre nom me dit quelque chose, hein, mais quand même, ça fait longtemps que vous êtes à Lima. Ah oui, ça fait quand même presque une dizaine d'années que je suis à Lima. Et contrairement à ce que disait le speaker tout à l'heure, j'ai peut-être un nom qui laisse croire que je suis anglais, mais je suis bien français. D'ailleurs, vous venez de quelle région alors? Eh bien, je viens de la capitale de la construction navale, de Saint-Nazaire. D'accord. Ce qui explique en fait que vous ayez plus ou moins reproduit cet avion, parce que il s'agit d'un avion américain, mais celui-ci en fait est basé en France. Eh bien, l'original, effectivement, est basé à Nantes, juste à côté de Saint-Nazaire, ce qui m'a permis de faire un gros rockbook de photos, et qui m'a permis de concrétiser celui-ci. Alors, en fait, c'est une construction entièrement personnelle. Vous n'êtes pas parti d'un kit, c'est une création entièrement de A à Z de vous. Non, c'est entièrement une création du début jusqu'à la fin. Sachant que cet avion, cette forme d'aile que j'ai vue sur cet avion m'a toujours marqué. Et comme j'ai toujours cherché à faire des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire et originales, je me suis dit pourquoi pas celui-là. Alors dites-nous quelles sont les principales caractéristiques du modèle, sa taille, son poids. Alors là il fait actuellement 3,57 m d'envergure, il pèse 19,8 kg à la pesée d'hier, avec le plein, c'est-à-dire 750 cm3. Pour une surface monumentale. On a une surface qui avoisine les 1,80 m. Elle a 1,80 m et on est chargé à peu près à 90 grammes. C'est presque un planeur. Parce que même moteur coupé, on pousse un petit peu et il vole très très bien le moteur coupé. Alors sinon au niveau de la motorisation? Alors la motorisation, j'ai pas voulu prendre de risque. J'ai monté dessus un Titan 74 cm3 bicylindre avec une aide au démarrage par un système électronique, le système de Tony Clark. Vous me parliez aussi tout à l'heure de la complexité de la voilure, qui est le point le plus compliqué sur cet avion apparemment. En fait, la chose la plus longue à construire a été le fuselage, mais la complexité la plus importante, effectivement, ça a été l'aile, parce que l'aile représente en fait deux dièdres différents, un dièdre inférieur et un dièdre supérieur, qui sont totalement différents l'un de l'autre, puisque en dessous on a un dièdre qui est de l'ordre de 1,8%, et qu'en haut on a un dièdre qui est à peu près de 5,5%. C'est d'ailleurs ce qui caractérise la beauté de cet avion, c'est ce double dièdre qui est assez original. Alors non seulement l'avion est magnifique à l'extérieur, mais l'aménagement intérieur est pas mal non plus. Hein. Au niveau aménagement intérieur, disons que j'ai essayé de le soigner un petit peu, vu que l'extérieur était quand même assez reluisant. Je me suis dit il faut quand même faire quelque chose à l'intérieur. Et ma foi, je me suis un petit peu détendu les soirées où j'avais marre de faire du collage. Eh bien, je me suis amusé à faire les banquettes avant, la banquette arrière et l'aménagement intérieur. Puisqu'on était dans un avion de luxe, on est resté dans le luxe, puisque les banquettes sont faites en veau véritable, avec des petits bouchons qui représentent tout le relief des fauteuils. Et donc, il y a un peu de bruit parce que c'est les P-47 qui sont en l'air là, et ça du métal hurlant, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Dites-moi au niveau des vols, alors je crois qu'en fait l'avion est assez récent et vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience avec, mais il se comporte très très bien. Alors très peu d'expérience avec, puisque aujourd'hui c'est son 8e vol,
hein. Mais je crois qu'aujourd'hui on a bénéficié d'un temps extraordinaire. On n'a quasiment pas de vent. C'est ce qui a permis de faire un vol tout à fait splendide. Hein. Mais en fait c'est un avion qui se pilote, contrairement à sa taille, son poids, son envergure. Qui se pilote presque comme un petit gros de début. D'accord. Hein. Bah écoutez, Bon, c'est... bien sûr, il faut le piloter. C'est pas un multi, il n'est pas au neutre sur ses axes. Hein. Mais hormis ça, il est très très agréable à piloter et j'en suis moi-même très surpris. Écoutez, en tous les cas, ça nous a fait très plaisir de voir une belle machine comme ça française, parce que si on regarde bien les nouveautés cette année, il y a beaucoup d'étrangers, mais relativement peu de Français. Donc, eh bien, bravo et merci à vous. Mais je vous en prie. À bientôt. On voit décoller ici le de Havilland DHC2 Beaver de Gilbert Voilier, bien connu pour son L4 à aile repliable qui a plusieurs fois gagné le trophée de la complexité mécanique ici à La Ferté. Cela fait plusieurs années que Gilbert avait cet avion en chantier, mais il faisait ici sa première apparition publique. C'est un gros modèle de 4,90 m d'envergure pour une masse de 49 kg. Il est surmotorisé, vraiment, avec un Limbach 280 d'emmené, mais qui peut le plus, peut le moins. Comme vous le voyez, il vole comme un gros traîneur aile haute, ce que désirait sans doute Gilbert, qui, bien meilleur constructeur que pilote, devait être un peu frustré de devoir confier les manches de son L4 à Pierre Ferrand dans les meetings. Gageons qu'il va prendre de l'assurance et maîtrisera vite le Beaver, qui semblait un avion bourré de qualité malgré sa masse imposante. Ce bruit sympathique est celui du tricylindre 4 temps Saito monté sur l'Oudet Flamingo de l'allemand Peter Reyering. Un petit modèle de 2 mètres qui n'avait, il faut bien le dire, pas sa place ici, puisque pesant tout juste 8 kg, et donc d'une masse bien inférieure à la limite basse théorique des 12 kg de la catégorie 2. Mais comment refuser de voler un modéliste qui a fait plusieurs milliers de kilomètres ? Beaucoup plus imposant et traité d'une façon proche de la maquette de concours, voici le Clem 35 de Léo Schmitt, un autre pilote allemand que l'on retrouve souvent depuis une dizaine d'années dans les grands meetings français. Il faut dire qu'il ne fait jamais dans la demi-mesure, et il est beaucoup plus facile, réglementairement parlant, de faire évoluer devant un public un modèle de plus de 25 kg de ce côté-ci du Rhin que partout ailleurs en Europe, même si les choses semblent évoluer peu à peu. Cette maquette de 4,20 m d'envergure pèse 53 kg. Il est motorisé par un 3W 120 cm3, et le point remarquable de cet avion, c'est que sa structure est une copie quasiment exacte de celle du Grandeur, avec en particulier un fuselage en treillis de tubes d'acier soudés. Il a été rejoint en vol par le Ryan STA de Claude Larrey, qui est en fait un avion reconstruit à partir des restes de l'avion d'un des pionniers de Lima, Philippon, qui a depuis quitté le circuit. Ce modèle date donc pour partie de la fin des années 70. C'était à l'époque l'un des plus gros modèles volants avec ses 3,70 m d'envergure. Il pèse aujourd'hui 34 kg alors que la motorisation est assurée par un ZDZ 160 cm3 quadricylindre. Pour vous donner une idée, en 1983, ce modèle volait à la perfection à 90 cm3. Bonjour la surenchère. Mais il est vrai qu'il pesait à l'époque moins de 25 kg. Il était doté à ce moment-là d'une aile en structure avec des nervures en treillis de baguette, j'imagine que ce n'est plus le cas de la version actuelle. Parmi les plus gros catégories 3, le Bucher Jungmeister échelle 1 sur 1,6 du belge Hervé Féroche que l'on voit décoller ici est un cas à part. Oh, rien de péjoratif là-dedans, bien au contraire, car de tous les avions miniatures hors normes que l'on peut voir ici, j'ai bien l'impression que c'est celui qui fait preuve de la plus belle fiabilité. Je ne crois pas en effet qu'il ait manqué un seul vol depuis sa sortie d'atelier en 1995 et il en a plus de 150 à son actif. Comme vous pouvez le constater, Hervé le pilote à la perfection, en effectuant une voltige coulée parfaitement conforme à celle de l'original, et sous certains angles, il est bien difficile de dire si l'on a affaire à un modèle réduit ou à l'avion grandeur, ce qui est le plus beau des compliments que l'on puisse faire à un maquettiste. Il mesure 4 mètres d'envergure pour une masse de 80 kg, et la motorisation est assurée par un moteur Hirt de 400 cm3 en prise directe, qui entraîne une hélice de 40 pouces de diamètre. L'allemand Raymond Vandenbacken est un fanat des maquettes de Bumblebee, le plus petit biplan jamais construit au monde et inscrit comme tel dans le fameux livre Guinness des records.
Cet exemplaire est le plus gros de sa collection, il est à l'échelle du 1 sur 1,1, ce qui donne seulement 1m80 d'envergure, le vrai ne dépassant pas les 2 mètres. Je vous laisse d'ailleurs imaginer comment le pilote devait être à l'étroit pour l'unique vol qu'il effectua pour homologuer son record. L'avion se montrait d'ailleurs très délicat à piloter, tout au contraire du modèle réduit qui bénéficie bien évidemment d'une charge à l'air bien inférieure. Il ne pèse en effet que 20 kg alors que la motorisation, là encore très large, est confiée à un ZDZ 160 cm3. Il ne faut donc pas s'étonner des qualités acrobatiques de ce gros bourdon bien sympathique. Nouveauté marquante de la Ferté 2000, ce Sukhoi 26 à l'échelle du 1 sur 1,8, c'est-à-dire plus gros que la taille demi, appartient au Belge François Tanguy. Il mesure 4,30 m d'envergure et pèse 55 kg. Il est motorisé par un IRT 400 cm3, le même moteur que celui que l'on a vu tout à l'heure sur le Youngmaster de son compatriote Hervé Féroche. Là encore, la taille, la masse et l'inertie qui en découlent font que l'on a bien du mal à distinguer le modèle de l'avion réel, d'autant plus que le rapport poids-puissance semble assez proche, voire même pour une fois légèrement à l'avantage du grandeur. Mais il faut dire que l'avion n'avait que 2 vols à son actif avant la Ferté, et que le moteur va sans doute mettre encore quelques heures avant d'arriver. Mais avouez que la machine est déjà impressionnante de réalisme. Je peux vous assurer qu'en bordure de piste, quand il vous pique droit dessus, ça fait froid dans le dos. Heureusement que le pilote est à la hauteur. Toutes ces évolutions sont bien sûr commentées par Pierre Weck, véritable encyclopédie vivante de l'aviation, qui réalise un véritable exploit sportif en tenant le public en haleine 48 heures durant sans la moindre pause. Cap 20. Ensuite, on a évolué vers des plus de 200 chevaux. 300 chevaux, la barre a été franchie. Les semi-maquettes d'avions de voltige modernes ou anciens sont évidemment très prisés des modélistes qui apprécient leur facilité de construction et surtout leur large possibilité en vol. Cette année, en l'absence des grands ténors de la VGM, les plus belles démonstrations sont à mettre à l'actif d'un jeune pilote italien, Daniel Socionovi, au manche d'un superbe Sukhoi 31 de 2,60 m d'envergure, de 14 kg et motorisé par un Mac Minarelli de 160 cm3. Là encore, on peut se poser la question de savoir s'il est bien raisonnable de mettre autant de chevaux dans un si petit avion, puisque l'on dépasse dans ce cas précis de beaucoup le rapport poids-puissance que l'on rencontre au plus haut niveau de la compétition, comme au TOC par exemple, où les avions de 3 kg d'envergure et 17 kg environ ne disposent que d'un 150 cm3. Mais Daniel nous a démontré qu'il maîtrisait parfaitement cette débauche de puissance, et je doute même qu'il ait jamais mis les gaz à fond. Ceci dit, ce n'est certainement pas un avion à mettre entre toutes les mains. Notez sur ce modèle que tous les vitrages de l'avion original, et en particulier ceux disposés sous le fuselage, ont été reproduits, ce qui contribue indéniablement grandement au réalisme, mais nécessite à coup sûr un renforcement de la structure interne du fuselage. Tiens, voilà un revenant, le Cap 21 d'Olivier Pouillet avec son célèbre décor Renault. Tiré du kit Tony Clark, ce modèle de 2,40 m ne dispose que d'un Titan 64 cm3, ce qui ne l'empêche pas, comme vous pouvez le constater, de tenir le torque roll. Le secret, c'est avant tout la légèreté, il ne pèse en effet que 8 kg. On voit ici évoluer l'Extra 300 SPL Prod de 2,70 m d'envergure d'Alain Busser, motorisé par un moteur Aviomac, autre appellation des Mac Minarelli de 120 cm3, ce qui est presque raisonnable pour un avion de 15 kg. Il s'agit là d'un modèle parfaitement adapté à la compétition VGM actuelle. Le vol de commencer à se mettre dans l'entonnoir, dans l'ordre du plan de vol. Le plan de vol a été légèrement modifié. Il porte un décor très inspiré des Cap 10 et 232 du club Midi-Pyrénées Voltige de Muret, organisateur du dernier championnat du monde de voltige grandeur.
Au décollage, un Super Big, un modèle original conçu et dessiné par Pierre Ferrand il y a déjà un bon moment de cela, est dérivé du fameux Little Big qui fait encore la joie des raceristes de Lima. La particularité de celui-ci était d'être présenté par la seule représentante de la jante féminine parmi les pilotes, Marie Lefebvre. D'ailleurs, mesdames, qu'attendez-vous pour venir la rejoindre? Nous ne sommes pas si machistes que nous en donnons l'impression, vous savez. Ce Zlin 526 AFS est la reproduction quasiment parfaite du célèbre avion de Léo Matisse, justement basé à La Ferté, et que nous voyons en ce moment même faire un passage d'eau absolument décoiffant. Léon effectuera ainsi 2 vols d'acrobatie totalement dingues après la clôture officielle du meeting, pour le plus grand plaisir des modélistes encore présents. C'est d'ailleurs en le voyant voler l'an passé que l'allemand Herbert Schumann a eu envie de réaliser cette maquette de 3 mètres d'envergure et 20 kg, motorisée par un 3W 120 cm3. Voilà une machine qui a tout pour être réaliste, ce que nous allons tout de suite vérifier en mélangeant les images du modèle réduit avec celles du grandeur. Pas de rencontre IMA sans un intermède grand planeur. Le grand spécialiste français dans ce domaine reste Marc Chaos, et l'on voit ici décoller son Twin 3 Acro et Shenandoah. C'est l'un des rares modèles sans moteur de catégorie 3, il pèse en effet 35 kg pour une envergure de 7,50 m. Encore plus grand, encore plus impressionnant avec son allongement supérieur à 30, voici son Nimbus 4 de 9,20 m d'envergure qui émerveille tous les passionnés de vol à voile depuis maintenant plus de 5 ans. Dans un style différent, nous découvrons maintenant le Fox de Frédéric Rémy, la reproduction hautière du planeur de voltige biplace à la pointe actuellement. Il mesure 4,70 m d'envergure pour une masse de 16 kg, et vous pouvez constater que ses trajectoires n'ont rien à envier à celles d'un multi. Enfin, l'Air Orsa de Sylvain Landolfi est un modèle qui sort de l'ordinaire puisqu'il s'agit de la maquette d'un planeur anglais de transport de troupes qui servit principalement durant le débarquement de Normandie. Ce très gros modèle de 5 mètres d'envergure pèse 29 kg et ne possède pas à franchement parler une finesse fantastique. Il est même souvent au sol avant son remorqueur, c'est vous dire. Inutile d'essayer dans ces conditions d'enrouler une pompe, et de toute façon l'original n'était pas fait pour ça. Grâce à notre ami italien Alessandro Petrignani, nous allons maintenant vivre une grande première en embarquant à bord de son Piper J3 pour découvrir la rencontre vue des airs. En effet, pour la première fois, nous vous proposons des images tournées grâce à une caméra vidéo embarquée, dotée d'un émetteur HF retransmettant en direct vers le sol. Bien sûr, la qualité de cette transmission n'est pas parfaite, mais il faut bien prendre conscience qu'il s'agit là d'un vrai tour de force, car l'ensemble embarqué ne pèse pas plus de 400 grammes, support mobile de la caméra compris.
Évidemment, en embarquant un mini caméscope dans un avion, il serait peut-être possible d'obtenir un résultat meilleur, mais au prix d'une masse largement supérieure, et à condition de parvenir à filtrer les vibrations qui ont tendance à décoller la bande des têtes d'enregistrement. Et puis surtout, ce serait prendre beaucoup de risques avec un petit bijou dépassant allègrement la dizaine de milliers de francs, alors que le système embarqué utilisé ici, beaucoup plus rustique, ne dépasse pas la barre des 5000 francs bien qu'en provenance des États-Unis. Mais avouez que le résultat est bluffant et que cela donne envie de recommencer l'opération. Nous abordons maintenant la séquence des Warbirds avec le Fizzler Storch du belge Julien Guibels. Un modèle qui mine de rien pèse tout de même 40 kg, ce qui n'est finalement pas si excessif vu son envergure de 4,80 m. Il est motorisé par un ZDZ 160 cm3 et possède, comme nous allons le voir, un train suspendu à grand débattement, tout comme le vrai pour se poser très court. Je vous parlais tout à l'heure du Orsa de Sylvain Landolfi. Eh bien, ce jeune modéliste du club de Vert Modello aime décidément se singulariser avec des modèles originaux, puisque nous découvrons ici son Amio 143, un bombardier français de la fin des années 30, qui nous laisse à penser que nos ingénieurs de l'époque n'avaient pas encore tout compris des lois de l'aérodynamique. Quand on voit le Rafale, on se dit qu'ils ont fait des progrès. Dépassé avant d'être mis en production, ce bombardier était pourtant le plus répandu dans l'armée de l'air au début des hostilités. Inutile de vous dire qu'il représentait une cible de choix pour les ME-109 ultramodernes de la Luftwaffe et qu'il fut vite retiré du service devant les pertes subies. La maquette à échelle 1/6 mesure 4 mètres d'envergure pour une masse de 33 kg. Équipé de deux moteurs Titan 64 cm3, il a démontré qu'il volait vraiment à merveille, bien que n'ayant pas effectué de vol avant ceux de la qualif de catégorie 3 la veille du meeting. A ce propos, il faut bien dire que Sylvain est l'un des rares modélistes de sa génération, qui aime généralement plus piloter que construire, qui ait osé se lancer dans une telle entreprise. Il est certain que le fait d'avoir participé à l'organisation du meeting de Lima aux côtés de son père Christian depuis des lustres, l'a évidemment encouragé dans cette voie. En tous les cas, nous sommes particulièrement heureux de voir que le club de Vert Modello est si dignement représenté sur la piste. Hello, I'm Richard Rawle from England, near London. Bonjour, je suis Richard Rawle d'Angleterre, près de Londres. Memphis Belle. Ceci est mon B-17 Memphis Belle. J'ai mis 8 mois à le construire, en commençant par mouler le fuselage, puis en continuant par les parties en bois. Il mesure 5,30 m d'envergure et est motorisé par 4 Zenoa 45 cm3 montés sur les systèmes anti-vibration d'origine, ainsi que des pots d'échappement en acier. Les moules originaux sont ceux des maquettes du film Memphis Belle, auquel un de mes amis a participé, ce qui m'a épargné beaucoup de temps. Nous avons moulé 6 fuselages au total, et pour le moment, seulement 4 ont été entièrement finis et prêts à voler pour cette saison. Bonjour, je suis Gordon Nichols d'Angleterre, près de Bristol. Je vous présente ici mon B-17 basé sur le Yankee Lady. J'ai mis approximativement 6 mois à le construire. Il est motorisé par 4 Zenoa 38 cm3. Je suis donc parti du moule réalisé par Richard et son père, et mon modèle est donc très similaire au sien à bien des aspects, mis à part la taille des moteurs. À ce jour, il a fait 47 vols, fort heureusement sans aucun incident majeur. C'est un avion merveilleux à piloter et je dois remercier Richard d'avoir fait les moules. Vous l'aurez tout de suite compris, ces deux B-17 font partie des modèles qui auront marqué cette Ferté 2000. Mais plus encore que les machines par elles-mêmes, ce sont sans doute leurs évolutions qui resteront gravées dans les mémoires. Rares sont en effet les modélistes à prendre autant de risques en volant en patrouille et en radada avec des quadrimoteurs. Je vous laisse admirer le travail.
Juste un petit rappel historique concernant le Memphis Belle au cas où vous n'auriez pas vu le film. Ce B-17F fut la première forteresse volante à accomplir un cycle complet de 25 missions au-dessus du Reich, ce qui valut à son équipage le statut de héros de la nation alors que l'avion fut ramené aux États-Unis. Il est toujours actuellement exposé sur Mud Island, près de Memphis. Quant à Yankee Lady, il s'agit d'un B-17G qui porte les couleurs d'un avion de la 8e Air Force, plus puissamment armé comme le démontre la présence d'une tourelle de Menton. Cet avion, qui fut parmi les 50 derniers construits, vole encore aujourd'hui au sein de la Yankee Air Force, une association de FANA basée dans l'Indiana. Au décollage, les deux Messerschmitt 110 Destroyer du fameux Ghost Squadron, qui s'est fait une spécialité des Warbirds et qui vient lui aussi d'Angleterre. Ces deux modèles datent de 1994 et ont un nombre incalculable de vols à leur actif. Pour cette édition 2000, ils n'ont pas eu beaucoup de chance avec la météo, évoluant le samedi sous une averse. Ce qui n'a pas semblé troubler nos amis britanniques le moins du monde, on se demande pourquoi. Ils mesurent 2,70 m d'envergure, pèsent 27 kg et sont motorisés par des quadras de 42 cm3. Vous noterez également l'attention portée au vieillissement du camouflage, ce qui contribue au réalisme, à moins que ce soit une usure naturelle. Eh bien, je suis avec John Greenfield du Ghost Squadron, qui est maintenant bien connu à La Ferté puisque c'est leur seconde présence et à chaque fois ils nous émerveillent avec l'année dernière le Messerschmitt et cette année un magnifique bombardier anglais. Alors John, quel type de bombardier est-ce? C'est un bombardeur Vickers Wellington, un MK3 de la première partie de la Seconde Guerre mondiale. En fait, c'est un avion un peu spécial à cause de ses nervures et de sa structure, non? Un petit peu, oui, car en dessous de son entoilage, on trouve une réplique exacte à l'échelle de la structure géodésique de l'original. Il est complètement construit en balsa? Non, la plupart de la structure est faite à partir de petites pièces de contreplaqué, mais l'épaisseur et la largeur de toutes les sections sont entièrement à l'échelle. Oui, absolument, à 100%. C'est presque une honte d'avoir recouvert tout ça, vraiment. Et il vole, c'est incroyable. Quand est-ce que tu l'as fini? Je l'ai terminé au début de cette année, et j'ai mis 3 ans à le construire. Combien de vols as-tu déjà fait? Je ne sais pas, je ne les compte pas. C'est un avion si amusant à piloter que je l'utilise à chaque fois que je peux. Alors je ne sais vraiment pas combien j'ai fait de vols. Oui, apparemment tu voles beaucoup avec tous tes avions. Je ne pense pas que tu en aies un seul qui ait fait moins de 100 vols, non? Probablement pas. Celui-ci peut-être pour le moment, mais si tu me reposais la question à nouveau à la fin de l'année, il serait probablement au-dessus. À combien avez-vous travaillé sur ce projet? Juste moi. Au sein du Ghost Squadron, chacun construit son propre avion, mais nous nous donnons des coups de main. Par exemple, j'essaye de réaliser la plupart des trains d'atterrissage car j'ai un tour. Vic, dans l'équipe, aime faire les détails et de temps en temps, il fait la peinture. Donc on s'entraide, mais dans le team, chacun possède son propre avion, et c'est aussi à chacun de réparer le sien. Peux-tu nous donner les caractéristiques techniques du modèle? Il mesure 6,30 m d'envergure, environ 4,50 m de long, et il est motorisé par deux 3W 60 cm3 monocylindres. On peut le faire sur un avion de cette taille parce qu'il est très léger. Il ne pèse que 50 kg grâce à sa structure ultra légère. Et la surface à l'air, tu la connais? Je n'en ai pas la moindre idée. Il est à l'échelle 1,4,5 car il s'associe très bien avec les Messerschmitt 110 qui sont aussi à l'échelle 1,4,5. Comme ça, quand on vole ensemble, les échelles sont concordantes. Et puis c'est aussi la taille maximale que l'on peut transporter. Oui, j'ai vu votre remorque, elle est vraiment énorme. Oui, en effet. En fait, elle a la taille maximale de ce que l'on a le droit de tracter sur une route anglaise. C'est la longueur légale maximale. Et l'on ne peut pas mettre d'avion plus long dans la remorque, à moins de le démonter en plusieurs morceaux. Eh bien, merci de votre présence. Je dois dire que c'est vraiment un plaisir pour tout le monde de vous avoir ici à la Ferté-Alais. Eh bien, on aime vraiment venir ici et merci d'avoir pris un moment pour discuter avec moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, rien ne m'attirait dans ce gros bombardier ventru et disgracieux.
Mais une fois que je l'ai vu en vol aux mains de John, eh bien j'ai complètement changé d'avis et j'ai fini par le trouver beau. Ça ne s'explique pas. Ou plutôt si, on n'a pas tous les jours l'occasion de voir une démonstration qui mette un modèle aussi bien en valeur. Je vous laisse juge de la maestria avec laquelle Mr. Greenfield présente son dernier né, ça se passe de commentaires. Histoire de ne pas nous laisser sur notre faim, le Ghost Squadron avait également mis dans sa remorque le Messerschmitt 262 qui avait fait si forte impression l'an passé, et qui, je dois le dire, a de nouveau impressionné tout le monde cette année, avec encore une fois John Greenfield aux manches. Quand cet homme est sur un terrain, il ne passe pas inaperçu. Ce modèle, entièrement construit en bois, est à l'échelle 1.3,8. Il mesure 3,40 m d'envergure pour une masse de 32 kg. Il est propulsé par 2 réacteurs hollandais AMT Pegasus de 10 kg de poussée unitaire alimentés au kérosène, et on peut se dire que si les ME-262 avaient disposé à l'époque du même rapport poids-poussée que le modèle réduit, les Tempest de la RAF auraient eu bien des soucis à se faire pour les intercepter. Ces chasseurs étaient pourtant capables d'atteindre 866 km/h en palier, mais fort heureusement la fiabilité de leur moteur Junkers Jumo 109004B1 de 900 kg de poussée était loin d'atteindre celle de nos modestes petits réacteurs de modèle réduit. Quoi qu'il en soit, avec le ME-262, une ère nouvelle s'ouvrait pour l'aviation militaire, et nul doute qu'à l'époque cet avion attirait autant la curiosité que la maquette après son vol. Oui, bonjour, mon nom est Thierry Daucher, je suis du club de Saclay en région parisienne et j'ai construit ce B25 suite à un reportage que RCM avait fait dans son magazine il y a quelques années, un reportage en Floride où effectivement il y avait déjà des B25 qui avaient été construits localement et j'ai eu le béguin de cette machine et je me suis arrangé effectivement pour la construire. Alors je suis parti d'un plan de Frank Ziroli que j'ai fait agrandir à 3,20 m et puis je suis parti de scratch, j'ai tout construit moi-même. C'est un avion qui est construit entièrement en bois bien sûr et je dirais le plus dur bien sûr sur cette maquette c'est la partie vitrage, il a fallu faire toutes les formes des parties vitrées, il a fallu thermoformer les matières et puis installer tout ça. Cet avion donc fait 3,20 m, il est mu par 2 moteurs Titan 45, il fait 26 kg, il est donc certifié catégorie 3. Il contient 18 cerveaux pour faire fonctionner bien sûr tous les mécanismes. J'ai aussi 13 vérins pneumatiques qui se répartissent ainsi. Train d'atterrissage bien sûr pneumatique, tous les volets des trains se referment pneumatiquement. J'ai aussi la soute qui est actuellement ouverte et qui est mue pneumatiquement. Et j'ai des freins sur les roues qui m'aident énormément parce que les deux moteurs, même au ralenti, tirent énormément l'avion et au point fixe avant le décollage, eh bien, ça me permet de tenir l'avion avant de lancer les gaz. Voilà, donc c'est un avion qui vient de faire son 5e vol, j'en suis vraiment très très satisfait, il se comporte très très bien, c'est très très facile à piloter. L'atterrissage est merveilleux, je pense qu'on a fait une belle présentation, en plus la journée a été magnifique, donc le pilote est content, l'avion a bien volé, je pense que le public était satisfait de ce vol. Ce Grumman Birkat F8F à la motorisation musclée appartient à l'anglais Glenn Masters. Il n'y a pas de doute, on peut dire qu'une nouvelle fois, les Britanniques ont fait une grande part du spectacle durant ce week-end, et l'on ne peut que se réjouir de les voir venir de plus en plus nombreux avec des machines aussi exceptionnelles. Cette maquette au quart est construite à partir d'un kit allemand 3W et est équipée d'un moteur 120 cm3 de la même marque. Il mesure 3 mètres d'envergure pour une masse de 19 kg.
technique de construction spécifique des baguettes de vent. Alors l'aile, on a un allongement principal ici, sur lequel on retrouve toutes les nervures. Alors ici, c'est un petit allongement qui est un 15-15 en sapin. Ah ouais. Alors Jean Biarrinx, un des piliers de Lima depuis les origines, et on est bien content de te voir avec un nouvel avion, œuvre de Jacques Desbos. Oui, alors on est revenu à nos premiers amours en avion, Ouais. puisque ce qui nous avait fait connaître en 1981, c'était un Stuka de 3,10 m. On est revenu avec un Stuka de 4 mètres, avec 40 000 rivets, avec du travail d'art de Jacques Desbos, quoi. Ouais, Et quand on sait les problèmes qu'a Jacques et la difficulté qu'il a à travailler, c'est une œuvre d'art. tout à fait. Alors ce qu'il faut dire, c'est quand on décolle un avion de Jacques, il n'y a pas de trim à corriger, ça marche tout seul. Une fois qu'on a le moteur adéquat, ça vole tout seul. Extraordinaire. Alors justement, on l'a vu voler là, cette Ferté, et ça a l'air de voler remarquablement bien. Plus c'est gros, mieux ça vole. Oui, bon, on a un petit peu un moteur, on a un moteur de tondeuse en réalité de T600 Gabi, c'est un moteur JLO italien sur lequel j'ai monté un carburateur T. Hudson. Donc il faut le temps qu'il se rôde un petit peu, mais je trouve qu'à chaque vol il va déjà de mieux en mieux. Ce vol-ci il volait mieux. Il faut attendre encore 10-15 heures et puis ça va être une machine formidable. Donc en conclusion, encore une très belle Ferté cette année, et on espère revoir longtemps cet avion, Jean. Avec le premier, on avait fait 412 vols. Avec le Focke-Wulf qu'a construit Jacques, on a fait plus de 400 vols. Le Corsair, plus de 200. Alors on est parti pour 400 vols. Et puis, c'est tellement un défi pour Jacques de faire un avion. Il met tellement de temps que rien que le fait qu'il soit là, malheureusement, il ne peut pas derrière la caméra parce qu'il est quand même handicapé. Il reste dans la voiture, mais c'est vraiment une œuvre d'art. Tout à fait. Et c'est une chance d'être le pilote de Jacques Desbos. C'est clair, et on le pense vraiment tous, et ça nous fait vraiment très plaisir de voir cet avion. Merci Jean, et merci à toute l'équipe. Merci. Comme vous pouvez l'imaginer, avec autant d'expérience, la prise en main d'un tel modèle n'est qu'un jeu d'enfant pour Jean Biarrinx. Il fait indéniablement partie des pilotes les plus sûrs et les plus calmes que je connaisse, et ce n'est pas pour rien que le cinéma a souvent fait appel à ses services. Bien que ce Stuka soit tout neuf, vous pouvez constater comme moi que ses premiers vols sont déjà d'un réalisme parfait. C'était déjà le cas avec l'exemplaire précédent, mais la taille assez largement supérieure de celui-ci contribue à le rendre encore plus impressionnant. Pour parfaire l'illusion, il est évident qu'il faut encore un peu vieillir la peinture, mais Jacques Desbos sait parfaitement bien le faire avec une paille de fer, ce qui fait ressortir les rivets et les lignes de structure. Et il y a fort à parier qu'aujourd'hui cela doit être fait. Bien, Jean. Il serait assez fastidieux de décrire tous les Warbirds, puisqu'il y en avait un total de plusieurs dizaines. Mais en revanche, je vous laisse découvrir le spectacle pyrotechnique mis au point par Lionel Berthelot pour la mettre en scène. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça pétait le feu. Ne vous amusez pas à faire ce genre de spectacle lors du meeting annuel de votre club sans autorisation et sans artificier diplômé, vous auriez vite fait d'avoir un accident. Sachez en effet que Lionel est l'un des rares artificiers qualifiés en France pour produire des effets spéciaux pour le cinéma, et qu'il ne s'agit ici en aucun cas d'un travail d'amateur préparé à la légère, mais bien d'un vrai spectacle monté de façon à réunir toutes les garanties de sécurité. Ceci dit, je ne donne pas cher de la peau d'un avion qui passerait trop bas au mauvais moment.
Au passage, vous aurez bien sûr reconnu les deux très beaux Grumman F3 F1 des Allemands Faber et Wittmeier qui viennent à la Ferté depuis bien longtemps maintenant. Le P47 que l'on voit décoller ici appartenait au Suisse Heinz Walti, un modéliste qui est vraiment poursuivi par une poisse incroyable, puisqu'il a cassé une demi-douzaine d'avions tous plus beaux les uns que les autres ces 2 dernières années. Mais tout ceci ne serait vraiment rien s'il n'avait pas dans le même temps perdu sa femme dans des conditions particulièrement dramatiques. Et comme si cela ne suffisait pas, alors que ses amis avaient réussi à le traîner à la Ferté pour essayer de lui remonter le moral, il va encore jouer de malchance avec son Thunderbolt qui va soudain entrer en flûteur et se cracher dans la forêt. Mais essayons d'oublier cet incident dramatique qui nous a tous beaucoup attristés en nous retrouvant à l'heure du petit déjeuner dans le camping improvisé par les nombreux modélistes passant le week-end sur le terrain. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ambiance y est cosmopolite et bon enfant. Et les avions ils sont où alors? Tout ce monde là pour cet avion? Ah, nous sommes tous des mécanos, hein. Ah d'accord. Vous avez dormi? Il y en a qui perdent pas de temps. Salut RCM. This is my new plane, the Grumman Trader. Ceci est mon nouvel avion, le Grumman Trader, comme mon nom, Rainer Trader. Le Trader est la version transport du Grumman Taker, un avion de lutte anti-sous-marine. Cet avion a une envergure de 3,50 m et mesure 2,30 m de long. Les deux moteurs sont des 50 cm3 et cet avion est équipé d'un train rentrant pneumatique, de phares d'atterrissage, etc. Le temps de construction a été de 2 ans et ces 2 vols ici à La Ferté étaient ses 9e et 10e vols. The plane I constructed myself and it is built with all over balsa and motor capos are with Je l'ai construit moi-même et il est entièrement en balsa, mis à part les capots moteurs qui sont en fibre de verre époxy, comme le nez et le fuselage. What shall I say? The plane is in this moment is now a little bit too fast, but a new plane. Pour le moment, il vole un peu vite, mais comme tous les avions neufs, il lui faut quelques vols pour être parfaitement au point. Comme vous avez pu le voir, Rainer avait confié les manches de son Biche 18 à son ami Wolfgang Keck pour faire un vol de patrouille avec le Trader, mais malheureusement le beau bimoteur va connaître une défaillance fatale. Je ne suis pas certain que la joie des premiers vols encourageants du Trader ait pu effacer la perte du Biche, qui était un avion auquel tenait beaucoup Rainer, d'autant plus qu'elle reste inexpliquée à ce jour, ce qui est toujours ennuyeux. Il y avait 2 DC-3 parmi les modèles présentés cette année, et on voit ici décoller le modèle de 3,20 m issu du kit Fiber Classics de Claude de Gors, alors que le second appartenait à Andreas Previti et mesurait quant à lui 3,60 m d'envergure. Ce dernier nous a d'ailleurs gratifié de beaux largages de parachutistes. Le modèle tout en fibre de verre de Fiber Classics, du fait de son échelle finalement assez réduite, reste un avion lourd et chargé. Cela se traduit par une vitesse d'atterrissage élevée qui met le train d'atterrissage à rude épreuve, surtout quand la prise de terrain est aussi virile. Bon, voilà qui est mieux.
Très beau passage du maintenant fameux aéro commandaire de 4,20 m de Christian Bocage, qui comme d'habitude se complaît à jouer avec son train d'atterrissage, tandis que madame, toujours présente à ses côtés en bord de piste, se ronge les ongles dès le décollage et ne reprend sa respiration qu'une fois que l'avion est revenu au sol. Et oui, ce ne sont pas toujours les pilotes les plus stressés. Nous sommes derrière un modèle exceptionnel, mais de Raymond Mélardy, rien ne nous étonne, parce que l'année dernière c'était un DC4 et cette année, Raymond, qu'est-ce que tu nous as amené de beau? C'est un super constellation de 6,80 m d'envergure, qui est la réplique du précédent Super Constellation que j'avais déjà fait en 95 et que j'ai présenté ici, qui lui faisait 4,80 m d'envergure. Celui-ci fait près de 7 mètres d'envergure. Il est à quelle échelle? Il est à l'échelle entre le 5 et le 6e, par rapport au vrai, entre le 5 et le 6e. Peux-tu nous donner sa masse et la motorisation? Il fait 148 kg, il est motorisé par 4 moteurs ZDZ de 120 cm3, avec des hélices Menz 2810. Tu as beaucoup volé avant de venir à La Ferté ou c'est tout récent? On a exécuté 8 vols d'essai avant de nous présenter à La Ferté pour la qualification du vendredi qui a parfaitement marché. Quelques réglages et tout était au point, cette machine fonctionne très très bien. Alors nous avons avec nous la chance d'avoir Monsieur Girard qui a été donc vice-président de la TWA mais qui évidemment a été commandant de bord sur de nombreux types d'avions et en particulier eh bien, le Super Constel. Alors pour vous ça doit être des sacrés souvenirs. Ah, ce sont de sacrés souvenirs, hein. C'est pour ça que j'ai tenu à venir à La Ferté-Alais, bien que théoriquement je ne devais pas être ici. Ah bon? Mais c'est gentil. Oui, ça j'ai voulu absolument voir ça, car Fred m'avait parlé justement du Super Constel. Et c'est une pièce unique et ça je dois féliciter les constructeurs. Magnifique, magnifique. Et sinon, qu'est-ce que vous pensez de la rencontre en elle-même? C'est la première fois que vous venez, je présume? En France, oui, j'ai fait déjà du aéromodélisme en Amérique, mais ici, c'est la première fois que je viens à La Ferté-Alais. C'est très impressionnant, je trouve que c'est une organisation parfaite. Évidemment, vous êtes un peu gâté par le temps aussi. Aujourd'hui. Et j'espère que tout le public l'apprécie, car vraiment, c'est extraordinaire de voir ces différents avions voler et de la manière dont ils volent, et les évolutions également qu'ils font. Extraordinaire. Eh bien, merci beaucoup et on va continuer à voir les autres vols maintenant. Merci beaucoup, merci à vous deux. Monsieur Girard n'était pas le seul ancien à n'avoir fait le déplacement que pour voir cette maquette extraordinaire, puisque nous avions aussi sur le terrain deux autres ressortissants américains, une hôtesse et un mécanicien de vol de la TWA, qui avaient eux aussi servi sur Super Constellation. C'est vous dire si cette maquette a permis de mettre en évidence leur attachement à ce formidable clipper des airs. Cette fois, madame, monsieur, il n'est pas encore aux commandes, mais c'est lui l'ingénieur en vol sur le Super Constel. Well, how was it flying this Super Constel? Super Constellation was, in the industry's terms, the most beautiful aircraft ever produced. Et il a bien raison, ce monsieur, de dire qu'en termes d'industrie, le Super Constellation a été le plus bel avion jamais construit. Quand on voit le monstre de Raymond Mélardy évoluer, on est bien obligé de se rendre à l'évidence. Indéniablement, nos jets modernes, qui se ressemblent tous un peu, n'ont pas son élégance et rien ne peut remplacer le doux ronronnement des 4 moteurs parfaitement synchrones. A noter que la TWA, visiblement ravie de l'hommage rendu par les modélistes au fleuron de son âge d'or, a offert un billet d'avion transatlantique qui fut remis au plus malchanceux d'entre eux tous, c'est-à-dire bien évidemment à Heinz Walti, en espérant du fond du cœur que cela puisse lui redonner un peu le goût de la vie. Eh bien, nous sommes avec Monsieur Murcia qui présente sans doute ce qui est le grand attrait de La Ferté 2000 en fait, l'un des plus beaux modèles sans aucun doute, cette magnifique caravelle qu'on avait déjà vue. Il y en a d'autres. Ah non, pour moi c'est vraiment un des plus beaux cette année, ah si, il faut le dire. Et donc au préalable, on l'avait vu, cet avion, on avait pu découvrir qu'il était tout en structure en fait, il est tout en bois. Tout en bois, exactement, tout en bois, structure, vraiment, en plus petit, c'était exactement la même chose. Hein. Tout en bois, tout en structure, les ailes. L'usage, tout, l'empennage, tout. Donc, et les Karman aussi. Tout. Ouais, tout à fait. Tout. Alors donc, il est motorisé par 2 réacteurs qui sont des JPX. Oui. 6 kg de poussée, théoriquement, c'est prévu, mais je pense qu'il y en a plus. Ouais. Et j'en suis enchanté de ces moteurs. Ils tournent au kérosène ici. Hein. Au kérosène. Hein. Donc c'est des T260K. K, oui. D'accord. Super moteur. Super moteur. Alors sinon, quels ont été les plus gros problèmes pour réaliser ce modèle? Comment vous avez trouvé la documentation par exemple? Par un ami, l'aérotech de Toulouse, qui m'a aidé beaucoup.
qui m'a envoyé tous les documents. D'accord. Et c'est tout. Et d'autre part, les quelques photos par-ci, par-là. Ouais. Et donc, voilà. Et alors à piloter, comment elle est cette caravelle? Parce qu'on a l'impression que c'est un véritable planeur, elle est très légère en fait. C'est un planeur. C'est un planeur. Il pèse combien? 36 kilos. Il fait une charge à l'air? 147 grammes. Ah oui, c'est vraiment très peu donc, pour un modèle. Voilà. Et quel profil vous avez mis dessus? L'Anaka 25-15. 25-15. Elle a combien de vols? Ça, c'est son 8e. Ah, seulement? Seulement, Ah ouais. ouais. Quand je suis venu à la Ferté, elle était même pas tout à fait finie de régler. Ah d'accord. Et elle avait que 3 vols. D'accord. J'avais des doutes même au départ dans le décollage sur la pelouse. Ah ouais. Mais c'est vrai qu'elle roule beaucoup. Beaucoup. Mais par contre sur le bitume, 100 mètres, oui, je grimpe à 30 degrés. Ah, d'accord, très hardcore. Ouais. Vous avez combien d'autonomie? D'abord, quelle est la capacité du réservoir de carburant et quelle est l'autonomie? 5 litres. Et s'il n'y a pas trop de vent, je peux tourner 10 minutes. D'accord. Et je descends avec 2 litres. Et le train en rentrant, c'est vous qui l'avez réalisé, je présume? Tout, entièrement. La création, je me suis inspiré du vrai. Ouais. Mais il est loin d'être le vrai, mais a les mêmes fonctions. Double amortisseur. Ah ok. C'est le premier gros modèle que vous faites comme ça ou vous en avez déjà fait avant? Non, parce que moi je suis un jeune modéliste. Ah bon? Vieux mais jeune. Ah bon? Oui, ah jeune, ouais. Vieux et jeune. D'accord. J'ai commencé à 50 ans. Ouais. J'en ai 65. Ah d'accord. Ah bah vous le faites pas. Donc j'ai commencé par des petits avions, le Bizut et tout ça. Ouais. J'ai fait il y a 3 ans de ça, j'ai fait le bimoteur. J'étais tellement... Le bimoteur, j'étais tellement félicité que ça m'a... Et puis vu les réacteurs, et j'aime la Caravelle, ça, tout le monde aime la que personne ne l'a faite. Elle est unique en France et j'en suis fier. Il y a de quoi. Eh ben, bravo, écoutez, vive la Caravelle. Vive la Caravelle. C'est un avion super. Absolument. Eh bien, merci beaucoup et en tous les cas, on a vraiment beaucoup apprécié vos vols ici. C'était vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. Allez, pour le plaisir, je vous laisse encore admirer un vol de ce superbe avion. Avouez qu'il y a de quoi tomber en arrêt devant la beauté de cet appareil et la qualité de réalisation de la maquette. Si seulement Air France, qui a absorbé Air Inter, pouvait s'intéresser un jour aux modélistes qui font revivre son histoire d'aussi près que le fit la KLM en Hollande à l'occasion de son 75e anniversaire, au cours de l'opération Charles 94 qui avait regroupé plus de 30 maquettes, ou encore la TWA avec le Super Constellation de Raymond Merdy, ce serait une belle consécration pour des modélistes comme Henri Murcia, qui contribuent indéniablement à perpétuer le souvenir des plus beaux avions de notre aviation commerciale. On peut toujours rêver, car s'abaisser à s'intéresser à nos jouets, cela ne semble pas dans la culture des dirigeants de nos grandes entreprises nationales. Enfin, la présence de ADS, ex-aérospatiale, au salon de la Porte de Versailles, est-elle peut-être un signe? Après tout, soyons optimistes. Ce A10 Warthog, traité semi-maquette, ne peut certes pas se vanter d'avoir la même finition que la Caravelle. En revanche, ce modèle construit par André Nougier et également équipé de 2 réacteurs JPX T260 peut-il se vanter de voler superbement bien avec de belles trajectoires tendues et des virages serrés. Ceci est tout à fait conforme à l'enveloppe de vol de l'avion réel, destiné à la lutte anti-char à basse altitude, et qui dispose à ce titre de la stabilité que l'on attend d'une plateforme de tir, mais aussi de la meilleure maniabilité de tous les avions d'armes actuels pour échapper aux attaques. C'est certain, les jets sont à l'heure actuelle le domaine du modélisme qui fascine le plus, aussi bien les pratiquants que le grand public d'ailleurs. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que la foule ait entouré le dernier né de Gerhard Trench, un F-84 Thunderstrike équipé d'une turbine AMT Olympus. Ce modèle est en effet un exemple de raffinement technologique, avec en particulier un circuit pneumatique extrêmement sophistiqué, qui contrôle aussi bien le fonctionnement des mécanismes de train et de ses trappes, que les freins équipant ses roues, dont l'action est modulable, ce qui est extrêmement rare sur nos modèles. En vol, ce modèle de 2 mètres d'envergure a une gueule absolument fantastique, et sa vitesse de pointe est réellement impressionnante. Il serait d'ailleurs intéressant de disposer d'un radar de police pour la mesurer, mais je ne serais pas étonné que nous dépassions ici les 250 km/h.
Nous avons tous été envoûtés par cette présentation, mais il faut dire que Gerhardt est un immense pilote qui n'a pas d'égal pour présenter un modèle sous son meilleur jour. Malgré sa masse de 20 kg, vous pouvez constater que le réacteur MT lui procure des performances plus qu'honorables dans le plan vertical. Signalons que ce modèle n'est pas un futur kit Tony Clark comme on aurait pu le penser, mais issu d'un moule réalisé à l'initiative de modélistes hollandais dans le cadre du projet Fantasy in Blue, sponsorisé par l'armée de l'air néerlandaise, et qui devrait, dans le courant de l'année prochaine me semble-t-il, donner lieu à un grand meeting retraçant son histoire à travers des maquettes volantes, un peu comme l'opération de la KLM dont nous parlions il y a quelques minutes. Depuis longtemps, les modélistes avisés ne viennent plus à la Ferté dans le seul but d'assister à un spectacle, mais aussi pour faire leurs emplettes. Et je vous rassure, il y avait encore largement de quoi craquer et vider son porte-monnaie avant d'arriver au bout de l'alignement des stands. Sérieusement, il faut bien avouer que le meeting de Lima est devenu au fil des ans une sorte de salon de plein air pour les distributeurs et les petits fabricants, français ou européens d'ailleurs, qui ont ici un contact privilégié avec leur clientèle. La radio, on vous donne les cerveaux, on vous donne les récepteurs, etc. Tout est compris dans le prix. Tenez ce fabricant anglais par exemple qui proposait une turbine en kit, sans doute sans savoir qu'en France la législation est différente des autres pays européens et que les modèles qui en seront équipés devront se soumettre au même processus de certification que les catégories 3, même si leur masse est bien inférieure à 25 kg. Il présentait également un magnifique prototype de turbopropulseur ainsi qu'un châssis d'hélicoptère doté d'une turbine libre. C'est sans aucun doute l'avenir de l'hélicoptère radiocommandé. Mais il faudra encore attendre un peu pour l'admirer en vol, et la seule voilure tournante que nous ayons vue en action fut ce gros bel UH-1G appartenant à Roger Parrish et équipé d'un moteur laser 25 cm3 4 temps, ce qui est tout de même assez rare pour être signalé. So, quel est votre nom? What's your name? My name is Klaus Fischer, aus Germany. Mon nom est Klaus Fischer, je viens du sud de l'Allemagne, près de Fribourg. Et quel est le nom de votre modèle? Mon modèle est un Avro D de 1909. Il mesure 3,20 m d'envergure. Son moteur est un Titan ZG 62 cm3 et il pèse 14,6 kg. Il est doté d'un vrillage des ailes pour tourner. Oui, donc le modèle est équipé d'un vrillage des ailes comme le vrai. Et la radio, c'est une Fetaba? Ah non, une Digiconte. Oui, la radio est une Digiconte Meinberg. Oui, la première radio digitale. C'est votre première visite à la Ferté? Alors comment est-ce que vous trouvez ça? Super. Super, je reviens l'année prochaine. Okay, thank you very much. Vous pouvez vous rendre compte de la filiation directe entre cet avion et le triplan Avro, bien connu depuis qu'il est champion du monde aux mains de Andreas Luthi. On cherchait à voler, bien sûr, on créait des machines qui étaient de véritable dentelle. Vous constaterez également que, tout comme le triplan, eh bien cet avion manque cruellement de surface latérale de fuselage, ce qui rend son pilotage particulièrement délicat. Traité dans le même esprit que l'Avro D de Klaus Fischer, à tel point que j'ai cru un moment qu'il lui appartenait aussi, voici le Curtiss Scout de son ami et compatriote Walter Stach. 2,60 m d'envergure, voilà qui est imposant pour un biplan, tout autant que sa masse qui culmine à 19 kg. La motorisation est pourtant confiée à un simple Titan 62, mais celui-ci est fortement réducté et entraîne une immense et superbe hélice Menz de 33 pouces de diamètre. Autre originalité de cet avion, ces immenses ailerons débordant des ailes et placés dans l'entreplan. On peut imaginer qu'ils sont efficaces.
On distingue bien ici la faible vitesse de rotation de l'hélice qui sécurise et régule le ralenti du moteur en servant de volant d'inertie. On peut estimer qu'elle est à l'échelle, l'avion étant au quart. En tous les cas, il n'y a pas de doute sur la solidité du train d'atterrissage. Les chasseurs de 14-18 ont aussi les faveurs d'un grand nombre d'amateurs de petits gros. D'une part, ils sont beaux, et d'autre part, malgré les apparences, ils sont relativement abordables au niveau du pilotage, leur vitesse n'étant généralement pas élevée. Enfin, cela est vrai tant qu'il n'y a pas de vent, car sinon vous avez intérêt à savoir faire de la mayonnaise avec les manches. Même si les modèles perso ne sont pas rares, il existe dans le commerce d'excellents kits comme ceux de Tony Clark, qui ont beaucoup fait pour les populariser, si l'on peut dire, car ils ne sont pas donnés. Et je ne parle même pas de l'Albatros D5A du célèbre fabricant allemand, qui lui possède un fuselage en fibre de verre et qui est carrément hors de portée du modéliste moyen. Quel dommage, car quand on voit Gerhard Trench le piloter, on en a tout de suite envie. Quant à ce SE5A, construit par Olivier Corta, il nous venait de Suisse et était issu d'un kit flair de 2,20 m d'envergure, pour sa part bien plus abordable. Super le glissade de Gerhard Reich sur la droite avec l'Albatros D5. Ensuite, je décrame, je remets en ligne de vol. Superbe Gerhard Reich, voilà. On voit ici Monsieur Minarelli, le fabricant des moteurs qui porte son nom, s'activer sur la couronne du démarreur du 280 cm3 du gros, très gros Fokker DR1 de Dario Magliana, ce qui nous vaut cette plaisanterie de Philippe Bataillé. Je dis Fiat, ça veut dire ferraille inventée à Turin. Regarde, c'est un démarreur de Fiat qu'il a. En tous les cas, ce modèle nous replonge 13 ans en arrière, puisque pour le premier meeting IMA de la Ferté, le plus gros des avions était déjà un Fokker DR1, encore plus gros que celui-ci d'ailleurs, puisqu'il mesurait 4,50 m d'envergure pour une masse de 100 kg. Construit par un restaurateur du Nord, Richard Degageux, et piloté par Bruno Ouviez, ce monstre était équipé d'un JPX de 425 cm3 et a figuré au livre Guinness des records. À côté, l'avion de Dario paraît presque raisonnable avec ses 4 mètres d'envergure et ses 77 kg. C'était tout de même bien le plus gros des 4 DR1 présents qui nous ont offert un balai aérien des plus plaisants. Une fois encore, il faut remarquer ici que le plus fignolé n'était pas le plus gros, mais au contraire le plus petit, celui de Rudolf Teslav qui mesure 2,50 m d'envergure et qui est de plus équipé d'un moteur de rêve, le Seidel 125 cm3 en étoile. Je dois avouer que j'ai toujours été étonné de la fascination qu'exerçait cet avion sur les modélistes. Vous comprendrez mieux ma perplexité quand vous aurez vu la séquence tragicomique qui va suivre. Notez l'ami Trombini, qui en bon italien ne peut s'empêcher de conseiller son pilote avec force geste, alors que celui-ci, qui n'est pas un manchot, a assurément la situation en main. Enfin presque, ça aurait pu être pire. Alors Jean-Claude, eh bien encore une fois, le Club de l'An nous a amené une merveille à la Ferté cette année? Ben oui, je pense, parce que déjà ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Oui. Et bon, ben vu les demandes de renseignements sur cette machine, je pense qu'elle a eu beaucoup de succès cette année. Hein. Et ça nous récompense du travail qu'on a fait dessus. Pratiquement 1800 heures de travail répartis sur 1 an à peu près. Alors évidemment, c'est un travail de l'équipe du Club de l'An, bien connu depuis maintenant combien de temps maintenant? Vous êtes ensemble pratiquement tous là? Bah, disons que le Club de l'An a démarré il y a 33 ans.
Oui, oui. Et depuis à peu près une vingtaine d'années, on s'est spécialisé, enfin pas spécialisé, mais on a fait avec plaisir des travaux d'équipe. Donc on part sur un thème et puis on est une douzaine, une quinzaine, disons une douzaine à partir sur le même sujet. Ce qui est beaucoup plus motivant. D'abord on discute sur les mêmes sujets, les problèmes sont résolus entre nous. Et puis à la finale, c'est toujours une réussite puisque voler en groupe, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Il faut dire, dans ce club, il y a un animateur qui est exceptionnel, c'est Jean-Claude Koeffling quand même. C'est, je pense, en grande partie grâce à ton dynamisme que tout ça peut être poursuivi aussi longtemps. Disons que je suis peut-être le plus motivé ou le plus fou dans ça, je ne compte pas mes heures. Généralement, j'ai peut-être des idées un petit peu farfelues, je suis peut-être un petit peu plus entreprenant que les autres, mais bon, il y a quand même une équipe de valeur derrière. Je peux lancer l'idée, je vais dynamiser, mais il faut quand même que l'équipe suive derrière, parce que même si je peux faire des miracles, s'ils ne suivent pas derrière, il faut quand même que l'équipe soit présente. Elle est toujours présente depuis 20 ans passés. C'est ça qui est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Alors, parle-nous quand même plus précisément de cet avion. Qu'est-ce que c'est comme avion? Il est assez peu connu quand même. Alors suite à l'escadrille qu'on avait fait des triplans, des monoplans, des biplans, etc. C'est-à-dire toute une série de chasseurs, il y en a une dizaine. De 14-18. Donc on a dit, pour venir renforcer cette escadrille, on a dit on va faire un avion d'exception, c'est-à-dire surtout en dimension, modèle unique et en dimension. Donc j'ai recherché dans les documentations, et puis il y a quelques modèles anglais ou allemands qui sont assez connus. Ouais. Et puis un petit peu par hasard, j'ai trouvé une documentation sur un Zeppelin, totalement inconnu parce que c'est sur un bouquin anglais que j'ai retrouvé ça. Ouais. Et je me suis dit, c'est le modèle qu'il nous faut. Il était assez complexe parce que il a 3 dérives, 2 stabilos, 4 moteurs sur nacelle, les nacelles suspendues. Il y a 18 roues, etc. Donc il y avait quand même une conception à voir, comment qu'on allait pouvoir... Et puis, parti dans l'enthousiasme, généralement, ça y est, le petit coup de folie. On s'interrompt parce que le Thunderstrike de Gerhard Reinsch est parti en tonneau dans la forêt. Là. Il s'est craché pendant qu'on était en train de discuter. Ah oui, c'est toujours regrettable qu'il y ait la disparition d'un très beau modèle. Hein. Ça fait toujours un pincement au cœur. Et cette année à la Ferté, malheureusement, il y a eu quelques crashs quand même. Oui. Alors malheureusement, on va poursuivre sur le Zeppelin. Reprendre donc un peu ses caractéristiques techniques. Alors, on est parti sur... on a dit, on va faire quand même un volume assez important. Donc, on est parti sur l'échelle au 6e, ce qui nous amène à une envergure de 7,20 m, une longueur de 3,60 m. Il est équipé de 4 moteurs de 40 cm3 Aviomac. C'est des moteurs Glo, il y a moteur Glo essence, on a choisi les moteurs Glo. Le club n'étant pas toujours très riche, donc on limite également les frais parce que il faut limiter quand même. Hein. Et ensuite, il fait une 50aine de kilos. Ah oui. Là, non, parce que la charge, on a 8,5 mètres carrés de surface, ce qui nous amène à pas tout à fait 70 grammes au décimètre carré. C'est un planeur. Et, on arrive, aujourd'hui, on vient de faire le 15e vol. Et actuellement, je suis très heureux parce que, et toute l'équipe d'ailleurs, parce que pour l'instant il n'y a rien, il n'y a pas d'accro, tout s'est toujours bien passé, les moteurs ont fonctionné à merveille à chaque vol. On a une satisfaction quand même complète. On l'a fait voler par temps calme, avec du vent assez soutenu, ça marche très bien. Donne-nous un peu des idées sur la construction. Combien il y a de nervures par exemple? Je crois que c'est assez colossal. Hein. Ah oui, alors si on reprend la structure de l'aile, c'est 4 longerons principaux en pin ils ont été taillés par un menuisier, c'est-à-dire un gars de chez nous. Ouais. C'est des longerons coniques, hein, il regroupe 200 nervures, il y a 200 nervures pour les ailes, il y a 400 becs de nervures. Ouais, il y a, pour terminer à peu près, il y a 180 mètres de câble acier pour aubaner tout ça, parce que les câbles sont vraiment réels, ils ne sont pas fictifs. Hein. Ils aubanent réellement. Ah oui, ils utilisent vraiment ce qui permet d'avoir un avion très résistant, très solide, et avec un poids très réduit, puisque c'était la technique de l'époque. Hein. On raidissait une structure légère, on le raidissait avec des câbles, ce qui a amené une structure très rigide en vol.
En revanche, évidemment, ça doit être assez long à monter sur le terrain, non? Ah non, absolument pas. On est à 2, on met à peu près 7-8 minutes à le monter. Oui, oui. Il y a juste le centre de l'aile ici, qui se coupe là. Et il y a un connecteur de radio, bien sûr, et il y a à peu près de chaque côté 6 tendeurs. Ah oui, d'accord. Donc, c'est tout. Et puis, si vraiment besoin, on pourrait couper la queue, là, au niveau du noir et de l'orange, là. Il se coupe et on peut démonter tout l'arrière. Ah, d'accord. Mais pour l'instant, on a aménagé une caravane qui nous permet de le transporter sans démonter l'arrière, ce qui simplifie. Sinon, en 5-10 minutes, il est monté ou démonté. Hein. C'est très très rapide. Bien pensé. Ouais. Bien pensé. Félicitations, et puis effectivement on a pu voir que les vols étaient envoûtants et c'est toujours un plaisir de voir cette escadrille du Club de l'An dans les airs ici, c'est quelque chose d'extraordinaire et d'inoubliable pour tous ceux qui l'ont vu. Merci Jean-Claude et merci à tout le club. Merci à vous. Merci. C'est donc sur les images du Zeppelin Staaken entouré de sa nuée de chasseurs que nous allons conclure ce tour d'horizon des nouveautés du plus grand meeting modéliste au monde. Je ne sais pas ce que nous réserve le 21e siècle dans le domaine des petits gros, mais j'espère simplement que nous verrons encore beaucoup de merveilles de la même trempe, sans pour cela qu'il soit nécessaire d'encourager une course au gigantisme aussi stérile qu'autodestructrice. Mais avant que le rideau ne retombe, assistons au lâcher de ballon pour le moins épique qui avait été imaginé par le club de Vermodelo pour fêter dans la joie la fin de ce dernier meeting du siècle, et bien sûr à la fameuse remise des trophées présidée par Gilles Chevalier, secondé par l'indispensable Jojo Mérigot dans une ambiance de franche camaraderie. Car l'esprit IMA, c'est bien cela avant tout, une amitié partagée autour d'une passion commune pour les beaux avions. Alors qu'attendez-vous pour venir rejoindre ces rangs? Peut-être serez-vous en bonne place dans la cassette de l'édition 2001, qui sait? J'ai déjà eu un trophée à Lima. J'ai dit, mais c'est pas moi qui construis, je suis que le pilote est derrière vous, c'est un monsieur qui est handicapé, il s'appelle Jacques Desbos. Vous pouvez l'appeler très fort parce que il passe 10 fois plus de temps que nous à construire. Alors j'ai piloté tous ces avions. Vous voulez présenter les nouvelles machines? C'est vraiment un souvenir inoubliable. Cette journée s'est passée bien un peu d'intimité, monsieur Michelet. Non mais franchement, et c'est quoi? Alors, ce soir j'ai un très bon plan avec une jeune fille blonde à forte poitrine.